Je vais vous faire un retour d'expérience du bilan carbone qu'on a fait à Octo, donc d'une ESN. Alors je suis un peu illégitime pour parler de bilan carbone, parce que c'est pas du tout mon métier, mais je me suis formé sur le tard, beaucoup en autodidacte, et surtout on était accompagné par un consultant carbone pour nous aider sur ce bilan carbone. Et c'est surtout que pour moi les enjeux climatiques sont devenus très importants pour que j'en fasse aussi mon métier, donc je suis aussi en pleine mutation personnelle. Mais c'est une autre histoire. Donc je rentre tout de suite sur le retour d'expérience du bilan carbone à Octo. Et pour vous partager ce retour d'expérience, on va faire un chemin en 5 étapes aujourd'hui. D'abord, on va commencer par un peu de pédagogie. C'est quoi le bilan carbone? Parce qu'on entend beaucoup parler. Voilà, et on va mettre un peu les choses au clair entre nous. Ensuite, je vais vous partager les résultats et apprentissages qu'on a fait à Octo, les premiers. Puis ensuite, on va rentrer dans les secousses. Ça va un peu plus secouer. Là, on va commencer à rentrer dans la machine à laver, là, les tourbillons. Je vais vous partager un petit peu de la cible, là où il faudrait aller, le chemin qui reste à accomplir. Et puis le secousse qui s'annonce aussi. On fera un petit détour sur l'impact de l'usage des services numériques par Octo, parce que c'est vraiment un truc spécifique et que je pense important à transmettre et sur lequel il y a plein de choses à faire et plein de choses à inventer et à créer. Et on finira à la fin de ce talk par commencer et initier un nouveau chemin. Donc d'abord, je disais, un peu de pédagogie. C'est quoi le bilan carbone? Alors c'est quoi le bilan carbone? En fait, c'est une simple comptabilité. On va dire les choses comme ça, c'est une simple comptabilité, donc il faut faire des additions, des soustractions, enfin non, plutôt des additions et des multiplications, pardon, et voilà, on additionne des choses, mais on compte les choses non pas en euros, mais en CO2 équivalent, en tonnes de CO2 équivalent ou en kilos de CO2 équivalent, vous l'avez peut-être entendu, toutes ces choses-là, donc voilà, on fait de l'addition. Addition de quoi? Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que tout flux physique nécessite de l'énergie, et que ce soit marcher, que ce soit appuyer sur une caméra, que ce soit lancer et se connecter à une visio. Voilà, tout flux physique nécessite de l'énergie et émet donc des gaz à effet de serre, des CO2 équivalents. La question essentielle du bilan carbone, c'est où commencer et où ça s'arrête. Où on commence, où on s'arrête. C'est la question, et à la limite, si vous retenez une chose sur le bilan carbone, c'est posez-vous la question de quoi on parle. Parce qu'aujourd'hui, on en voit de partout. Il y a tout le monde qui nous annonce ces bilans carbone dans tous les sens, tout le monde en parle, mais personne ne nous dit de quel périmètre on est en train de parler. Or, selon moi, pour être sérieux, pour faire un bilan carbone, il faut dire sur quel périmètre, de quoi on est en train de parler dans ce bilan carbone. Et là, je vais m'attacher à essayer de vous décrire à Octo qu'est-ce qu'on a inclus dans le bilan carbone, donc qu'est-ce que représentent ces chiffres, pour pas essayer de comparer des choux et des carottes derrière tout ça. Donc vous pouvez retenir une chose déjà, c'est qu'à Octo, on a essayé d'être le plus ambitieux possible, et ça a été dur, on va y revenir. D'un point de vue juste méthodologique, en fait, la méthodologie carbone, bilan carbone, elle est certifiée et gravée dans le marbre en France par l'association Bilan Carbone, qui est aussi qui est sous tutelle de l'ADEME. Et donc globalement, le bilan carbone, il est obligatoire pour toute entreprise de plus de 250 employés. Mais cette partie obligatoire, c'est que les périmètres, dans le jargon, c'est scope 1, scope 2. C'est ça le périmètre obligatoire. C'est quoi scope 1, scope 2? C'est globalement toutes les émissions énergétiques liées aux bâtiments et aux voitures, tout ce qui est détenu en propre par l'entreprise, que ce soit de l'énergie directe de pétrole, enfin les émissions directes ou indirectes liées à l'électricité. Donc ça, c'est la partie obligatoire. Et bizarrement, il n'y a que 35% des entreprises en France qui font cette partie obligatoire. Mais après, au-delà de cette partie obligatoire, il y a un autre scope qui s'appelle le scope 3, qui lui n'est pas réglementaire, pas obligatoire, pas normé. Donc en fait, tout le monde y met un peu ce qu'il veut. Et donc je vais vous décrire un peu à Octo qu'est-ce qu'on y a mis dedans, et ça paraît assez important pour toute personne qui fait un bilan carbone d'expliciter ce qu'il met dedans. Donc je vous le décrirai un petit peu plus tard. Et à noter que ce scope 3 n'est pas obligatoire, et aujourd'hui avec seulement un quart des entreprises sur les 35% qui le font, donc ça fait 8-9% en France seulement qui fait ça. C'est bien dommage, et j'espère par ce partage-là inciter d'autres entreprises à aller beaucoup plus loin et le faire sur leur bilan carbone. Encore un peu de pédagogie, donc pourquoi le CO2 équivalent? Pourquoi c'est une bonne monnaie? Le CO2, globalement, il est à l'équilibre, et les activités humaines ont tendance à le déséquilibrer parce qu'on va chercher du gaz, du pétrole qui était enterré sous terre,
et on est en train de le remettre dans l'atmosphère, et ça crée des déséquilibres. Donc ça augmente les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc ça augmente le réchauffement de la planète, et du coup ça crée plein de choses dont vous avez déjà entendu parler. Et peut-être un autre point aussi important sur le bilan carbone, c'est la température globalement augmente à peu près linéairement, plus 1 degré, on est déjà à plus 1, plus 1,1 degré aujourd'hui au niveau de la planète. Mais il y a un truc important à retenir, c'est que les effets de cette augmentation de température ne sont absolument pas linéaires. Je ne vais pas vous commenter là ce qui est sur le slide, mais c'est tiré du rapport du GIEC qui montre les risques liés à une augmentation de température de 1, 1,5 ou 2 degrés. Bon, on va faire simple. Quand c'est violet, c'est la cata. Et en fait, j'ai envie de vous donner une métaphore, c'est facile, c'est quand on a de la fièvre, 1 degré, ça va encore. 2 degrés, je suis cloué au lit. Et 5 degrés, je suis mort. Non linéaire. Et du coup, la conclusion de ce message-là, c'est que le meilleur moment pour s'y mettre, c'est hier. Et du coup, hier, alors, mais s'y mettre à quoi? S'y mettre déjà, pour se lancer dans quoi? Pour se lancer dans le plus grand escape game du monde. Ce grand escape game a déjà commencé, que vous vouliez jouer ou que vous ne vouliez pas jouer, de toute façon vous jouez, puisque vous émettez des gaz à effet de serre, quelle que soit l'activité que vous faites. Et c'est un jeu, en fait, dans lequel, si un seul perd, tout le monde perd. Bon, vous connaissez ça, les joueurs, hein, c'est des jeux collaboratifs, ça s'appelle. Donc c'est pas du shoot 'em up, c'est pas de la moralisation, c'est pas le concours de celui qui est la plus petite. Non, c'est le plus grand escape game du monde. Sortir tous ensemble des énergies fossiles, voilà l'enjeu et le jeu auquel on joue tous. À gauche, vous avez les trajectoires du GIEC, recommandées par le GIEC, pour tenir une trajectoire à plus 1,5 ou plus 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et enfin, donc c'est ça le périmètre qu'on a intégré pour le bilan carbone. Donc ce que je vous partage là, en fait, quand on a fait le bilan carbone, on a réfléchi à intégrer, on a fait une cartographie des flux, et on a cherché à intégrer, à identifier tous les flux physiques qu'on voulait comptabiliser dans cette comptabilité carbone. Et donc là, vous avez le schéma, je ne vais pas rentrer dans le détail, retenez une chose, on a cherché à tout intégrer, en tout cas au maximum des choses à intégrer selon ce qui est possible d'intégrer dans la méthodologie carbone, et y compris donc oui, on a inclus les touillettes, on a inclus les déplacements domicile-travail, on a inclus les avions, on a inclus l'effet de l'usage des produits qu'on vend à nos clients, on a inclus bien sûr le nombre de mètres carrés, bien sûr les consommations électriques, etc., etc. Retenez une chose, on a inclus le maximum, et c'était pas si facile. Ok, donc après ce petit détour sur un peu de pédagogie, en tout cas mettre les choses en forme et expliciter de quoi on parle, on va rentrer dans le dur du sujet. Je vais tout de suite vous présenter et vous partager les résultats du bilan carbone à Octo. Alors les résultats du bilan carbone à Octo, il y a un autre point important sur le bilan carbone, donc il y a un périmètre fonctionnel que j'ai évoqué tout à l'heure, mais il faut aussi un périmètre temporel. Donc pour Octo, on s'est basé sur l'année civile 2019. Et pour l'année civile 2019, le chiffre pour Octo avec lequel on est sorti, c'est celui en haut à droite du slide, c'est 2382 tonnes de CO2 par an. Voilà ce résultat. Et ce résultat, il se décompose en deux grands morceaux. La partie gauche du slide, les 1270 tonnes, en fait, qui correspondent en gros au fonctionnement interne d'Octo. Donc ça inclut l'électricité qu'on consomme, les déplacements, les achats de biens, les achats de services, tout, les touillettes, pas les touillettes, enfin, la totalité des choses, y compris aussi l'USI d'ailleurs. Il y a les émissions de gaz à effet de serre liées à l'USI, qui est un événement géré par Octo, qui est indépendant sur la forme juridique, mais qu'on a considéré que c'était important d'inclure. Et sur la partie droite, les 1113 tonnes de CO2 par an, c'est la partie des émissions liées à l'usage des services numériques que Octo vend à ses clients. Et ça se décompose, bien sûr on a pris des grandes hypothèses, je vais y revenir plus tard, mais ça se décompose dans ces trois grands ensembles. Donc une application mobile, 63 sites web de 10 000 utilisateurs et 7 sites web de 200 000 utilisateurs. Voilà, et oui, ici ramené par rapport au nombre, à l'effectif à Octo en 2019, ça donne un chiffre de 4,19 tonnes de CO2 par an. Est-ce que c'est gros, est-ce que c'est pas gros? C'est très difficile de se comparer avec d'autres entreprises pour les raisons que je vous ai citées au début, à cause des périmètres qui ne sont pas toujours comparables et donc pas si simple que ça. Mais globalement, c'est à peu près ça pour tout ce qui est entreprises du tertiaire. C'est de cet ordre-là, entre 1 et 10 tonnes de CO2 par employé. C'est à peu près ça les ratios. Un apprentissage immédiat qu'on peut faire. Donc à droite, vous avez de nouveau la vue du bilan carbone, mais représenté donc sous forme d'air. Plus c'est grand, plus c'est important dans la proportion, en proportion. Et du coup, assez vite, on peut mettre le doigt sur trois apprentissages immédiats. Le premier, c'est que,
en tout cas qui m'a surpris, c'est que les émissions liées au 34, donc le 34 c'est nos locaux Octo, au 34 avenue de l'Opéra, les émissions liées au 34 sont supérieures et nettement supérieures à tous nos joujoux, j'ai pas mon iPhone sur moi, mais tous nos joujoux numériques, les iPhones, les Mac, les ordinateurs. Spontanément, je pensais que ça allait plutôt être équivalent, parce qu'on a quand même beaucoup de Mac, beaucoup d'ordinateurs, donc je pensais que ça allait être équivalent, et en fait non, c'est très largement supérieur les émissions liées au 34. Les déplacements en avion et en voiture, c'est pas une surprise, ça pèse dans le bilan, voilà, de l'ordre de 8-9%, dans les 200 tonnes à peu près de CO2 sur les 2300 et quelques qu'on a vu tout à l'heure. Et l'usage des services numériques, bah, c'est la partie bleue là, sur le slide, donc ça représente presque 50% des émissions totales du bilan carbone d'Octo. Donc c'est le plus grand poste. D'autres apprentissages un peu plus détaillés, vous en trouverez beaucoup plus encore dans l'article sur le blog d'Octo, dont vous aviez le nom et le lien. Déjà, c'est que le scope 1, scope 2, donc la partie obligatoire et réglementaire, ça représente que 3% du total. Donc ça veut dire que si on avait fait que la partie obligatoire, on se serait privé de 97% des leviers possibles. C'est un petit peu comme si on avait joué à l'escape game et puis qu'on s'était autorisé à explorer que 3% de la pièce et on n'avait pas cherché à explorer 97% de la pièce. Ce serait un peu con quand même pour essayer de gagner cet escape game, donc je vous recommande pas. Faites scope 1, scope 2, scope 3 au maximum. Et nos multiples initiatives 2019-2020, donc en gros tout ce qu'on avait fait avant de faire le bilan carbone, tout ça additionné. Donc je vais plein de choses, supprimer les touillettes, changer de fournisseur d'imprimeur et utiliser des fournisseurs plus éco-responsables, prolonger la durée de vie de nos joujoux numériques pour les utiliser plus longtemps selon les préconisations du Shift Project. Bah, tout ça additionné, mis tout bout à bout, ça ne représente que 2% du total. Et on va vite voir que c'est très largement insuffisant. Et enfin, un autre apprentissage un peu plus en détail, c'est l'avion, le poids de l'avion, donc 700 000 km en avion en 2019. Ça représente donc, je vous l'avais dit, quand même 8% du total. Et ce qui est à noter, c'est que sur ces 700 000 km en avion, il y en a la moitié qui pourrait être fait en train, sur des trajets de l'ordre de 5 heures. Bon, le Toulouse-Paris, c'est le plus long et c'est le plus douloureux, je pense, à remplacer entre avion et train. Mais par contre, ce serait bien pour le climat. Après les résultats, on va maintenant essayer de se projeter, de voir qu'est-ce que ça veut dire pour la suite. Voilà, on a fait cette photo de départ, mais maintenant, où est-ce qu'il faut aller et jusqu'où il faut... Enfin, comment on y va, quoi. Alors là, ça peut faire mal, attention, ça peut piquer. Pour ceux qui ne sont pas préparés aux résultats de ce graphique, ça peut faire mal. En ordre de grandeur, là je parle au niveau monde, bon je ne parle pas pour Octo, etc., je parle au niveau monde, au niveau général. Qu'est-ce que ça veut dire réussir à tenir le climat à plus 1,5 ou plus 2 degrés d'ici la fin du siècle? Ça veut dire qu'il faut, en ordre de grandeur, une Covid supplémentaire chaque année. Alors bien sûr, ce n'est pas une Covid, mais c'est les effets de la crise sanitaire qu'on a vécue supplémentaire chaque année. Concrètement, si je prends l'hypothèse qu'on a fait 3 mois de confinement en 2020, en 2021, il faudra 6 mois de confinement, en 2022, il faudra 9 mois de confinement, en 2023, il faudra 12 mois de confinement, et en 2024, il faudra innover parce que nous n'avons pas 15 mois devant nous de confinement. Du coup, vous voyez que le chemin, il est quand même énorme à réaliser. Donc, sur la partie gauche, là, vous voyez un graphique, c'est une estimation, une étude de fin 2020 qui estime à peu près à 6,7% de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial liées à ce qui s'est passé dans la crise sanitaire qu'on a vécue. Et globalement, à droite, vous retrouvez la courbe du GIEC que je vous avais partagée tout à l'heure. Et vous voyez que c'est à peu près la même chose, c'est le même démarrage, et c'est ça qu'il faut continuer de faire, moins 5% par an, pour réussir à atterrir à une neutralité carbone d'ici 2050. Moins 5% par an, on s'est dit en première approximation, bon ben, essayons de le faire à Octo, quoi. Ok, maintenant on a fait la photo de départ, ben on fait moins 5% par an pour faire la part à l'échelle d'Octo. Mais alors ça veut dire quoi? Alors voilà, quand on faisait les scénarios, on imaginait des choses, comment le faire, donc on a le bilan carbone, oui, on a les nombres de mètres carrés, on a l'avion, ça pèse beaucoup, on pourrait le réduire fortement, voire le supprimer complètement, donc on a imaginé des scénarios comme ça, un peu radicaux, un peu extrêmes, un peu, en tout cas aujourd'hui difficilement acceptables, en l'état. Et on s'est dit, bah ok, il faudrait réduire de 50% le nombre de mètres carrés par Octo, il faudrait réduire de 75%, voire de 100% l'avion, il faudrait renouveler et réduire l'impact des émissions liées à nos joujoux numériques de 60%, il faudrait passer l'USI totalement en remote, 100% en remote, comme on fait pour la DocConf, et
réduire donc l'empreinte d'environ 90%. Bon, il faudrait faire des trucs comme ça. Ah, ça va être dur, c'est dur. Bon, ok, mais on le met sur la courbe, on regarde ce que ça donne. Et première grosse secousse, j'étais pas prêt hein, pour ça, première grosse secousse, la conclusion pour tenir pour Octo ce scénario, enfin pour faire les moins 5% par an jusqu'en 2030, en fait il faut tous les faire. Il ne faut pas en choisir un, deux, non, il faut tous les faire et tous les combiner. Ça pique, et en plus de ça, il faut que d'ici 2030, 100% des missions d'Octo, des produits vendus par Octo, soient éco-conçus. Donc peut-être à un rythme par exemple de 10% par an, il faudra augmenter de 10% par an, donc se former, donc convaincre nos clients, donc etc. Il y a du boulot quoi. Donc première grosse secousse. Mais tout ça, ça a été raisonné à effectif croissant. Et assez récemment, c'est pas dans l'article pour le coup, on a fait une autre analyse à effectif croissant, donc avec une croissance organique. Et pour le coup, à Octo, il y a une ambition de croître assez fortement, plus 20% par an sur les prochaines années. Et ça a été contre-intuitif pour moi, mais en fait, ça aide et ça accélère au démarrage. Sous 3 conditions, que vous voyez là sur le slide, sous 3 conditions. C'est d'abord de rester au 34, donc de ne pas choisir des locaux plus grands parce qu'on augmente les effectifs, malgré le doublement des effectifs d'ici 5 ans, il faut rester au 34. En plus de ça, il ne faut pas augmenter les kilomètres en avion, le nombre de kilomètres et surtout les émissions. Donc il faut rester aux 700 000 malgré le doublement des effectifs. Et enfin, il faut aussi augmenter la part des missions éco-conçues dans la part des missions vendues par Octo. Donc tout ça, c'est pas dans l'article, et c'est une trajectoire à effectif croissant qui, de façon contre-intuitive, accélère la réduction. En tout cas au début, parce qu'il va y avoir des grosses questions qui se poseront à horizon 2025-2030, mais c'est encore de la science-fiction à ce stade. Alors ça, c'était ma question de la semaine dernière. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, bon, c'est cool, on s'y met, d'accord, on arrive en 2030, on est content. Et après 2030, et dans ma tête, il y a eu un petit moment comme ça, qui s'est produit. Voilà, un petit moment où je ne savais pas quoi répondre. Après 2030, qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce qu'on aura fait le plus simple, qui sera déjà difficile. Mais on aura fait le plus simple. Après 2030, il faudra continuer les moins 4, moins 5% par an jusqu'en 2050. À ce jour, on sèche à Octo, et si vous avez des idées, si vous avez des visions, on est en train d'y réfléchir, on s'organise, on y réfléchit, mais on serait très curieux d'avoir vos commentaires sur le hashtag #LaDocConf ou ailleurs sur Twitter. Mais en tout cas, je pense qu'on a besoin de tout le jus de cerveau possible et imaginable pour inventer après 2030, parce que pour l'instant, je sèche. Alors, au cas où vous n'auriez pas fait votre bilan carbone, c'est pas impossible, ou peut-être que vous ne l'avez pas fait de façon aussi ambitieuse, ou peut-être que vous ne l'avez juste pas fait. Il y a fort à parier, si vous êtes une USN, ou même si vous êtes une entreprise du tertiaire, il y a fort à parier que les conclusions qu'on a eues et qu'on a appris un peu douloureusement à Octo, il est fort possible que ça s'applique aussi pour vous. Donc si jamais vous n'avez pas fait votre bilan carbone, je vous conseille quand même, dès aujourd'hui, de maîtriser, voire réduire le nombre de mètres carrés par employé dans votre entreprise, pour votre entreprise, de vous préparer à la réduction drastique, potentiellement jusqu'à l'arrêt de l'avion d'ici 2030, sinon vous ne serez pas à la hauteur des accords de Paris, de conserver plus longtemps vos joujoux numériques, et enfin de vous former à l'éco-conception et à la sobriété numérique. Ça c'est joyeux, c'est plein de nouvelles choses, c'est un nouveau champ, mais si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce que c'est que l'éco-conception, sautez sur Google, cherchez des formations, formez-vous et commencez hier, pas demain. Ok, donc après ces conseils sur bilan carbone, on va zoomer un petit peu plus sur l'impact de l'usage des services numériques faits par Octo, parce qu'assez naïvement, au démarrage de ce projet, je pensais qu'il suffirait de chercher un peu sur Internet, de copier-coller un modèle qui existe, d'aller regarder chez le Shift Project, de faire le truc, hop, d'appliquer, et on aurait le résultat de l'impact de l'usage d'un service numérique fait à Octo. Et ça n'a pas été aussi simple. En fait, il a fallu qu'on fasse notre propre modèle. On s'est inspiré de OneByte du Shift Project. Et du coup, voilà, à l'origine, beaucoup d'hypothèses, un peu de modèles. Donc les hypothèses, c'était le mix dont j'ai parlé tout à l'heure sur les différents types de services numériques que Octo vend à ses clients, pour une année type 2019. Ensuite, on a fait un modèle ultra simpliste, et en même temps ambitieux. Donc on a fait simple et ambitieux sur ce qu'est un service numérique. Ambitieux pourquoi? C'est parce qu'on l'a pris en vision ACV, analyse de cycle de vie. Donc on a voulu inclure la quote-part de la fabrication des terminaux
dans la partie usage du service numérique. Concrètement, si j'utilise mon application bancaire, on avait envie d'inclure la partie liée à la fabrication de mon terminal sur lequel je consulte mon application bancaire dans ce modèle-là et dans ce calcul-là. Donc voilà, du coup, on est arrivé sur un modèle ultra simple, le terminal, les réseaux et les data centers derrière. Et on a fait tourner nos moulinettes avec différentes hypothèses, notamment le type de hardware, c'est le feuille Excel en bas du slide, avec le nombre d'utilisateurs, la fréquence d'utilisation, le temps d'utilisation, etc. Voilà, on l'a construit, on l'a un peu complété par rapport à OneByte parce qu'on allait chercher quelques facteurs d'émission, notamment sur les réseaux. Et du coup, on a obtenu un résultat, ce résultat donc, de 1113 tonnes de CO2 dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous avez le calculateur Excel qui est derrière. Mais, ce résultat, on sait qu'il sous-estime, juste par construction, il sous-estime fortement les émissions liées à l'usage des produits des services numériques vendus par Octo. Donc, nous, on a cherché à l'améliorer pendant un moment, puis après, on voyait plus les pistes et on s'est dit, on a rencontré des professionnels de ce sujet-là et ils nous ont expliqué que c'était difficile, complexe, coûteux. Du coup, nous, on s'est dit qu'on allait arrêter là. Puisque du coup, on s'est dit, bah, ça c'est un résultat minimum, et comme de toute façon ça pèse déjà 50% dans le poids du bilan carbone total, du bilan carbone d'Octo, bon, bah, on s'est dit, de toute façon ça pourrait être 50 fois plus gros, ça ne changerait pas la conclusion c'est qu'il va falloir maintenant se mettre sérieusement à l'éco-conception au niveau d'Octo et dans toutes les missions et dans tous les domaines, que ce soit la big data, l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud et que sais-je. Donc voilà, on s'est arrêté là, donc le résultat est absolument pas parfait, il est a priori correct en ordre de grandeur minimum, mais pour l'instant, il y a beaucoup de boulot à fournir pour avancer, et ça a été la surprise, c'est que les connaissances sont très peu matures en termes d'impact environnemental des services numériques. Donc c'est ce 2e mai, ce résultat en fait il montre surtout l'étendue de nos ignorances dans la matière. Et attention aussi aux études et aux outils qui fleurissent, il y en a un peu de partout ces temps-ci, et ils oublient souvent la part liée à la fabrication du hardware. C'est souvent de la consommation électrique derrière, et il y a rarement cette partie-là du hardware. En tout cas, je suis prêt à parier avec vous que dans 9 cas sur 10, il manque cette part-là. Donc posez-vous cette question, on revient au point de départ. Tout bilan carbone exige d'être clair sur le périmètre de ce dont on est en train de parler. Et là, pour l'instant, ne vous jetez pas sur tous les outils ou sur toutes les études ou tous les trucs qui vont vous dire qu'un mail pèse 14 grammes en moyenne, émet 14 grammes en moyenne. Attention, il faut regarder les hypothèses, il faut regarder de quoi on parle, et c'est certainement pas une vérité, c'est juste le résultat d'un modèle aussi faux que ce qu'on a obtenu, mais qui dit un peu des choses. Ce que je constate, c'est qu'entre le moment où on a commencé ce travail-là et là, aujourd'hui, c'est un champ de connaissances qui est en ébullition. Il y en a de partout, ça fleurit de partout, et je vous en partage d'ailleurs quelques clés juste après. Et les 2 grandes difficultés en la matière, c'est les clés d'allocation. Justement, par exemple, sur mon application bancaire dont je parlais tout à l'heure, quel code-part je vais affecter à l'application bancaire dans la fabrication de mon terminal? Combien je prends? C'est un temps d'utilisation, c'est un nombre de data à utiliser, c'est un coût marginal, c'est-à-dire c'est si l'application me fait changer de terminal que je lui impacte le coût des émissions. Enfin, comment faire? Quelle clé d'allocation utiliser? C'est pas si simple. Nous, pour notre modèle, on a utilisé une clé d'allocation en temps d'utilisation et pour le réseau en poids de données, data. Mais ça reste très discutable, très challengeable, et c'est pas du tout parfait. C'est un gros challenge. Et le deuxième gros challenge, c'est qu'aujourd'hui, on a posé quelques questions à quelques archis chez Octo pour essayer de mettre la main sur l'architecture physique derrière les architectures logiques. Puisque je vous l'ai dit au tout début, la comptabilité carbone, c'est d'aller explorer les flux physiques derrière ce qui se passe dans la réalité. Or, aujourd'hui, derrière les architectures logiques, c'est parfois très difficile de faire le lien sur l'architecture physique qui est derrière. Les serveurs, où est-ce qu'ils sont? En fait, j'en sais rien. Ils peuvent être en Chine, aux États-Unis ou en France. Et pourtant, c'est pas du tout pareil, puisque le mix énergétique n'est pas la même chose derrière. Donc voilà, deux grandes difficultés, deux difficultés conséquentes. Et je vous le mentionnais juste avant, donc c'est en ébullition, il y a plein de choses qui se passent, et si jamais vous avez envie de contribuer, il y a besoin de cerveau, il y a besoin d'expertise, il y a besoin de temps.
Et moi, je vous recommande ces projets-là, que je trouve tous très pertinents, complémentaires les uns les autres. Donc allez voir en fonction de vos sensibilités. NegaOctet, Boavizza, Green IT, l'INR, l'Institut du numérique responsable. WattImpact, qui fait des petits tampons pour tamponner votre site web éco-responsable. Et puis bien sûr Octo aussi, puisqu'à Octo on se pose aussi ces questions, on a monté une tribu sur le sujet et on compte bien à la fois à changer la façon dont on fait les choses à Octo et comment les clients font leurs services numériques. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire, tout ça c'est que le début, vous l'avez vu, c'est en ébullition, il y a beaucoup de lacunes encore, il y a beaucoup de boulot. Et à Octo, en fait, voilà, on a fait cette photo de départ, on s'est pris les claques qu'on s'est pris quand on a vu l'ampleur de la marche qu'il y a à franchir. Récemment, le comité de direction d'Octo a décidé d'inscrire ce principe de réduction de 5% par an des émissions de gaz à effet de serre d'Octo. Et du coup, on n'est qu'au début, quoi. On n'est qu'au début du chemin. Et surtout c'est ça, maintenant il y a besoin d'action. Après toutes les mesures, les objectifs, les annonces qui sortent de partout, les COP 21, 22, 26, 27 qui s'enchaînent, et pour l'instant il n'y a aucun gaz à effet de serre qui décroît, sauf quand il y a un coronavirus qui arrive, mais ce n'est pas les COP qui ont fait ça, c'est autre chose. Je pense que le fait que ça chauffe autant que ça, puisque 2020 a été, il faut le savoir, l'année la plus chaude à Paris, c'est ce que vous voyez là sur ce graphique. Il n'est pas impossible que cette année la plus chaude à Paris soit l'origine des ébullitions en la matière, en particulier sur les émissions, enfin les impacts environnementaux du numérique. Donc ce qu'il y a à faire, à mon avis, en matière d'impact environnemental du numérique, la première chose à faire, c'est qu'il faut définitivement enterrer, tuer le mythe du numérique dématérialisé. Le numérique n'est pas dématérialisé. Il a besoin de terminaux, il a besoin de minerais, il a besoin de services, il a besoin de déplacements, il a besoin de livraison, il a besoin de data centers. Non, le numérique n'est pas dématérialisé. On a fait pendant 15 ans, on s'est bercé dans cette illusion-là. C'est faux, il faut l'enterrer définitivement. Deuxième point, dans le numérique, l'enjeu, c'est avant tout de ralentir la croissance exponentielle en cours avant de chercher à réduire. Par exemple, dans le modèle Octo qu'on a fait pour essayer de maintenir, maintenir l'impact de l'usage des services numériques qu'on vend à nos clients, si on regarde entre 2020 et 2030, globalement, en fait, on le maintient à un niveau, on le stabilise, en fait. Et je crois que c'est ça l'enjeu. Il ne faut pas tout de suite chercher, alors surtout pas chercher à faire de la compensation, puisqu'on n'a rien changé sur la nature du problème. Il faut absolument ralentir cette croissance exponentielle, plus 9% par an, selon le shift de consommation énergétique des services numériques. Aujourd'hui, on est déjà à 4% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique, c'est équivalent à l'avion. Et le troisième point, ça c'est la partie que je trouve joyeuse et réjouissante, c'est l'invitation et l'injonction qui s'impose à nous tous de déployer la sobriété numérique et de réinventer nos métiers, de tout re-questionner, de tout réinventer. Pendant trop longtemps, on a développé sans contrainte, hors contrainte. Maintenant, il y a un principe de réalité autrement plus réel que les réalités économiques qui s'imposent à nous. C'est une réalité écologique, c'est une réalité de la biosphère. Et maintenant, tout développeur qu'on soit, tout geek qu'on soit, moi le premier, il va falloir se réinventer à l'aune de ces contraintes-là. Et à Octo, on bosse, on change de l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Alors voilà, on fait des formations, on se forme, on propose des formations aussi, mais d'abord on se forme, on se les applique à nous-mêmes. On fait de la R&D, la tribu Site dont je vous parlais qui est dédiée à ça. On organise souvent des clashs et des brainstorming avec d'autres expertises, la blockchain, Accelerate, l'agilité, voilà, on est en ébullition aussi en interne. Et puis on cherche à réinventer tout Octo dans son ensemble. Donc il y a notamment le plan stratégique pour réduire l'avion, pour réduire la part de mètres carrés par Octo. Tout ça, voilà, c'est en train de se consolider, de se structurer. Et puis à travers les ateliers Décarb Octo, on lance en fait la transfo d'Octo avec les Octos. L'idée c'est d'aller un peu dans du design fiction, d'aller voir en 2030 qu'est-ce qui se passe et d'aller au-delà de l'injonction des moins 5% par an, d'aller voir qu'est-ce que ça pourrait être en termes de vision en 2030 Octo. Et voilà, on est en train de le lancer, on le fait, on espère qu'on y verra un peu plus clair d'ici fin 2021, si tout va bien. C'est que le début, si vous avez envie de jouer comme nous à ce grand escape game, bah vous êtes les bienvenus, on a les sessions de questions-réponses et on peut mettre tout ça en commun, et avec du jus de cerveau, on devrait y arriver.